On espère que la parole sera directe avec notre invité qui est déjà avec nous, Mamadou Diandiallo. Il est juriste et auteur du livre à résoudre la crise politique en Guinée. On va justement parler de crise politique. Bonjour et bienvenue dans le studio de film. Vous allez rapprocher un peu le micro de... Voilà. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour à tous et bonjour à vos millions d'auditeurs. Bienvenue donc, vous êtes auteur du livre Résoudre la crise politique en Guinée, le chemin vers la démocratie. La longue marche vers la démocratie, effectivement. On parle justement de crise politique. Quel est votre regard sur la situation qui prévaut en ce moment dans le pays pour commencer? Alors, mon regard globalement dans cet ouvrage, c'est ce que j'essaie de retracer, parce que dans cet ouvrage, si vous voulez, je retrace les différentes crises politiques que ce pays a connues depuis les années 90 jusqu'à nos jours, c'est-à-dire depuis la réapparition du multipartisme avec le référendum du 23 décembre 90 et en particulier depuis la modification de la Constitution en 2001 par le président de la République d'alors pour lui permettre de briguer un troisième mandat. Et donc ce refus justement de l'alternance démocratique de cette époque-là a conduit à des crises politiques successives dans notre pays. Et moi j'étais l'invité au débat d'orientation constitutionnelle le mercredi, j'y étais. Et ma foi, la démarche en soi, elle est parfois discutable puisque dans cet ouvrage, moi j'explique globalement la question de l'inclusivité, puisque pour ma part, toute nouvelle constitution doit être portée vers une solidité des institutions de la République. Et j'estime que lorsqu'il n'y a pas d'inclusivité dans le cadre de l'élaboration d'une nouvelle constitution, rien n'empêchera justement... Il n'y en a pas au stade actuel ? Moi, je pense que lorsqu'il y a quand même des acteurs politiques majeurs dans ce pays, puisqu'il ne faut pas occulter ce fait-là, et qui ont quand même une certaine légitimité électorale. Moi, je pense que dans ce cadre-là, il serait beaucoup plus judicieux, justement, que tous ces acteurs politiques-là soient invités ou en tout cas inclus dans ce cadre de débat d'orientation constitutionnelle. De manière globale, pour rester sur le débat d'orientation constitutionnelle, quel est votre regard sur les propositions qui sont faites par les différentes entités, les différentes couches? Alors, moi j'avoue que je n'ai pas assez suivi le débat, mais voyez-vous, cet ouvrage-là, je l'ai travaillé depuis 4 ans. Et dans cet ouvrage, moi j'ai fait énormément de propositions puisque c'est aussi un vécu. Moi j'étais dans ce pays où j'ai travaillé pendant très longtemps dans ce pays avant d'aller du côté de la France. Dans cet ouvrage, justement, l'une des pistes de solution, de résolution de cette crise politique-là, c'est la question d'équilibre des institutions de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une part que le pouvoir exécutif qui a aujourd'hui des pouvoirs exorbitants avec les 5 constitutions que le pays a connues depuis la constitution de 10 novembre 1958 jusqu'à celui d'avril 2020, on a constaté qu'il y a quand même des pouvoirs exorbitants de la part du président de la République. Donc la première question qu'on devrait se poser, c'est comment équilibrer les institutions de la République en assouplissant justement les pouvoirs du président de la République. Donc moi, dans mes propositions, justement, j'évoque le fait d'allouer une partie de ces pouvoirs justement à l'Assemblée nationale. Et dans ces propositions, je pars d'une approche d'un exécutif sans Premier ministre. D'un exécutif sans Premier ministre et d'une large collaboration avec l'Assemblée nationale dans le cadre justement de la nomination de l'ensemble des collaborateurs du président de la République, y compris ceux-là qui vont occuper des postes clés au niveau des organismes d'État. Que l'Assemblée ait son mot à dire. Exactement, c'est qu'il faudrait une approbation préalable de l'Assemblée nationale, de l'ensemble des collaborateurs du président de la République, à comprendre bien entendu les ministres et tous les autres membres des organismes d'État, et une approbation préalable donc par l'Assemblée nationale. Et une fois que cela est fait, il faudrait évidemment que le président de la République, s'il y a
si l'Assemblée nationale estime que les personnes qui ont été désignées par le président de la République ne répondent pas aux attentes du peuple de Guinée, et bien entendu, dans ce cas... Qu'elle puisse refuser de les valider. Exactement, et tout à fait, mais que cela soit fait de manière justifiée. Et dans tous les cas, j'explique dans cet ouvrage-là que le seul arbitre qui tranchera le contentieux qui naîtra entre l'exécutif et le législatif sera la Cour constitutionnelle. Et toute décision prise par celle-ci ne pourra faire l'objet d'aucun recours. Vous parlez de toutes les nominations, qu'on soumette cela à l'Assemblée? Alors, pas de toutes les nominations, mais si vous voulez les nominations clés. Quand je parle de nominations clés, je parle par exemple de l'ensemble des ministres. Et qu'est-ce que vous dites de la paralysie que ça risque de créer? D'alourdir. On a souvent constaté des failles au niveau de la gestion et le président, le soir, limoge, remplace quelqu'un. Est-ce qu'il faut soumettre ça à l'Assemblée, faire un débat quand on sait aussi qu'il y a cette possibilité pour les cadres d'aller dealer à l'Assemblée nationale pour faire accepter leur nomination? Alors ça, c'est un aspect non juridique de ce que vous dites là justement. Mais est-ce que moi j'essaye, voyez-vous, au Ghana par exemple, c'est ce modèle qu'ils ont. Le micro. C'est ce modèle qu'ils ont et il fonctionne parfaitement bien. Moi, je pense que nos dirigeants politiques doivent quand même avoir une certaine maturité démocratique, une certaine culture démocratique si on veut faire avancer ce pays. Mais à chaque fois, quand on pense justement à ce que vous dites là, à ces questions de deal, bien entendu... Et des blocages, parce que ça crée des retards aussi. Non, il n'y aura pas de blocage, puisque dans cet ouvrage, moi, je parle d'un délai qui est défini justement pour la validation par l'Assemblée nationale. C'est un délai qui ne doit pas, par exemple, dépasser 3 à 4 jours, puisque le temps pour l'Assemblée nationale, pour les représentants du peuple, de faire une enquête de moralité sur la personne désignée par le président de la République. Puisque quoi qu'on dise, l'Assemblée nationale siège à l'Assemblée nationale les représentants du peuple. Ils ont un mandat social et donc ils sont tenus quand même à certaines obligations. Le problème, M. Diallo, c'est qu'à mon avis, il peut arriver des moments où l'Assemblée, par exemple, est dominée par une opposition qui ne souhaite pas voir le président peut-être réussir. Avancer, comme ça se passe dans certains pays, on bloque tout. On peut le bloquer, on peut l'empêcher. La cohabitation. La cohabitation peut être difficile. Absolument. Et donc on peut utiliser ce modèle-là pour le bloquer, pour l'empêcher d'avancer. Et c'est le pays qui va payer. Comme aux États-Unis, un peu. Alors justement, dans cet ouvrage, justement, je parle aussi de la cohabitation dans le cadre où on procéderait à un exécutif avec un régime bicéphale. Qu'à cela ne tienne, il y a un délai qui est bien défini pour l'Assemblée nationale. Lorsque l'Assemblée nationale ne se décide pas pendant ce délai imparti et qu'il ne demande pas à l'exécutif le prolongement de ce délai, il appartient dans ce cas au président de la République d'entériner la nomination de cette personne-là. Mais encore une fois, il faudrait que les représentants du peuple de Guinée puissent véritablement avoir cette culture démocratique et pouvoir travailler pour ce pays. C'est ambitieux, mais la mise en œuvre, allez-y. Que répondez-vous à ceux-là qui proposent aussi que les postes, la justice étant l'institution régulatrice du fonctionnement de l'État, que les procureurs soient élus, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit sur des nominations du décret du président ou même le ministre de la Justice, pour garantir leur indépendance, que ce soit une élection au sein même de la corporation des magistrats, afin qu'ils puissent vraiment exercer en toute indépendance. Alors ça, c'est un système typiquement américain, il faut le reconnaître. Mais pour ma part, moi, je n'ai pas cette approche-là. Moi, dans cet ouvrage, d'ailleurs, j'en propose aussi. Je propose la recomposition du Conseil supérieur de la magistrature, puisque ce Conseil supérieur de la magistrature, quoi qu'on dise, est une institution quand même qui a vocation à accompagner les magistrats, qui a vocation si vous voulez, à faire de l'institution judiciaire une institution indépendante. Mais il se trouve que cette institution est présidée par le président de la République, il est vice-présidé par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, et il se trouve que cette institution-là
ne pourra pas dans ce cadre-là être indépendante. Donc moi je propose dans cet ouvrage à ce qu'on change le mode de composition de ce Conseil supérieur de la magistrature, qu'on ne mette pas que des magistrats, mais qu'on mette aussi des auxiliaires de justice, des avocats, des notaires, des huissiers, etc. Et par ailleurs, qu'on change justement le mode plutôt de nomination des magistrats. Puisque aujourd'hui, on sait tous que les magistrats sont nommés plutôt par le président de la République, et ce n'est qu'une simple formalité d'approbation par le Conseil supérieur de la magistrature. Et donc, il faudrait qu'on inverse là et que ça soit le Conseil supérieur, qu'on fasse des propositions au Conseil supérieur de la magistrature qui aura une nouvelle réconfiguration dans sa composition et que c'est celle-là qui avalise justement la nomination des magistrats. Allez-y, Koné. Écoutez, M. Diallo, ma question va être très simple. Quel regard portez-vous actuellement sur la transition en Guinée? Alors, moi j'ai un regard, disons, un peu mitigé, disons, un peu discutable, puisque pour ma part, un régime transitoire, quoi qu'on dise, il est incarné par le président de la transition. Et pour ma part, le dialogue doit être incarné par le président de la République. Et pour ma part, j'estime que le dialogue est un élément constitutif de la démocratie. Lorsqu'on estime qu'on conduit une transition et qu'à un moment ou à un autre, il n'y a pas de compréhension dans la conduite de cette transition-là, ma foi, cela peut, qu'on le dise ou pas, mais cela conduira à un moment ou à un autre à une paralysie des institutions de la République qui naîtront justement de cette transition-là. Monsieur Diallo, tout ce que vous voyez actuellement avec toutes les démarches que le Premier ministre guinéen, il faut comprendre que le dialogue social en Guinée, ce n'est pas le président de la République qui porte, c'est le Premier ministre. Alors, vous voyez déjà tout ce que le Premier ministre fait en appelant les uns et les autres autour de la table. Et tout ce que l'Assemblée nationale, je veux dire le CNT, ouvre aujourd'hui le débat autour de la Constitution. Vous ne pensez pas que cela doit être porteur pour le futur d'une stabilité, d'une bonne démocratie ou bien on n'est pas sur l'essentiel, voilà. Vous pensez qu'on n'est pas sur... Alors votre question, elle est fondamentale, le rôle principal du Premier ministre. Il se trouve que du point de vue de l'histoire politique de la Guinée, le Premier ministre n'a jamais eu une large marge de manœuvre pour mettre en place la politique d'orientation du gouvernement. Il se trouve que depuis la constitutionnalisation du poste de Premier ministre avec la Constitution de 2010, nous avons vu plusieurs premiers ministres défiler. Mais il se trouve que ce premier ministre de M. Saïd Fofana au dernier premier ministre-là, le dialogue qu'il incarne, s'il se trouve qu'ils n'ont pas les larges pouvoirs qui leur sont reconnus par la Constitution, ma foi, il va être très difficile justement à ce qu'il y ait un dialogue transparent et sincère. C'est pour cela, j'estime que dans tous les États démocratiques, les questions d'intérêt général sont de manière générale résolues par le président de la République qui d'ailleurs doit incarner justement ce dialogue social et politique. Pensez-vous que le système politique qui existe en Guinée est un système présidentiel ou en tout cas une gouvernance présidentielle monarchiste, c'est-à-dire beaucoup de choses, tout le pouvoir est rattaché au président, même la primature. Pour décider de certaines questions, il faut se référer, n'est-ce pas, au président de la République. Est-ce que c'est votre conception? Alors, il faut comprendre que toutes les constitutions, les 5 constitutions que ce pays a connues, à l'exception de la constitution du 14 mai 1982, pour laquelle d'ailleurs le parti État primait sur l'ensemble des institutions de la République, il se trouve que le président de la République, dans toutes ses constitutions, incarne à lui seul les 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. De telle sorte qu'il est très difficile justement pour les autres institutions de la République d'avoir leur place au sein de la République de Guinée. C'est tout cela que j'évoque d'ailleurs dans cet ouvrage. Non, vous n'avez pas répondu à la question de Babila à mon sens. D'accord. Le régime actuel de la Guinée, c'était quel régime d'abord?
Je sais un peu de repréciser. Et vous pensez que quel régime politique serait conforme pour la Guinée? Alors, c'est ce que j'explique. Moi, je pense que le régime guinéen, le régime politique guinéen jusqu'à présent, jusqu'en septembre 2021, c'était un régime présidentiel rigide. C'était un régime politique présidentiel très rigide. Et pour ma part, justement, c'est ce que j'explique, qui ne permettait pas à ce qu'il y ait un équilibre du fonctionnement des institutions de la République. Et pour ma part, il conviendra, c'est ce que j'explique justement dans cet ouvrage-là, qu'il y ait un régime présidentiel souple. Un régime présidentiel souple signifierait tout simplement que certains pouvoirs reconnus au président de la République soient dévolus à l'Assemblée nationale, donc aux représentants du peuple. Et pour ma part, de cette manière-là, on pourra résoudre une grande partie des crises politiques que traverse ce pays. En faisant quoi, justement? En organisant des élections générales. Puisque l'histoire politique de ce pays montre que le déséquilibre des institutions de la République est généralement le fait du décalage des échéances électorales. Imaginez qu'en 2010, il y a eu l'élection présidentielle en 2010. Les élections législatives n'ont eu lieu que 3 ans après, en 2013. Ce qui a forcément conduit à un déséquilibre des institutions de la République. Il faut faire des élections générales. Il faut organiser des élections générales. Et on économise, hein? De cette manière, lorsqu'on va organiser justement des élections couplées, non seulement du point de vue financier, on réduit les coûts de ces élections, mais du point de vue politique, on réduit considérablement les crises politiques. Puisque l'histoire politique de ce pays nous montre que pour organiser justement les différentes élections, il a fallu toujours des revendications à maintes reprises avec des manifestations politiques. C'est tout cela que je rappelle dans cet ouvrage. Et évidemment, avant qu'on arrive à organiser ces élections, parfois même en procédant, si vous voulez, à des compromis, malheureusement. Yaya. Alors, quand on fait un benchmarking des conflits à l'intérieur des États africains, de beaucoup d'États africains, il y a ce qu'on appelle des marqueurs d'identité. Alors, la religion dans certains pays, c'est le cas de la Centrafrique, c'est le cas entre musulmans et chrétiens. Alors, il y a aussi l'autre marqueur, c'est l'ethnie. Voilà, c'est le cas de la Guinée, l'Éthiopie et d'autres pays. La région aussi, c'est un marqueur d'identité, nord-sud dans certains pays, et la terre, le cas de l'ivoirité en Côte d'Ivoire. Alors, pour vous, quel est le modèle politique adapté pour résoudre ces conflits internes importants? Est-ce que vous pensez que le bipartisme proposé par certains peut résoudre ce problème? Alors, très sincèrement, moi je vais vous dire, moi je vis du côté de Paris, moi je suis guinéen, voyez-vous, la Guinée est un beau pays. Ouais. C'est un très beau pays, mais globalement un pays assez complexe. Je vais vous dire pourquoi. Ouais. La Guinée est le seul pays où on parle de l'histoire de 4 régions naturelles. Je l'évoque dans cet ouvrage-là. Du point de vue de cette répartition de la Guinée en 4 régions naturelles, conduit naturellement à une question de repli identitaire, à une question de régionalisme. Ça pose déjà problème. Ça pose déjà problème. Mais c'est un fait naturel. Non. Justement, c'est une utopie coloniale, puisque n'oublions pas d'où nous venons. N'oublions pas que la Guinée, c'est une création coloniale. Ouais. N'oublions pas que cette répartition, cette quadripartition de la Guinée en 4 régions naturelles est une utopie coloniale. Ce n'est pas les Guinéens qui ont créé cette répartition. Donc, partant de ce constat, l'ensemble des dirigeants politiques qui se sont succédés à la tête de ce pays ont justement instrumentalisé cette question de quadripartition de la Guinée en 4 régions naturelles. C'est totalement faux. Du point de vue sociologique, c'est totalement faux. Du point de vue historique, c'est très discutable. Et du point de vue ethnologique. Du point de vue, justement, quand je parle de sociologique, je fais référence à l'ethnie. Du point de vue géographique, c'est encore très discutable. Maintenant, en revenant sur votre question de bipartisme, justement, sauf que l'histoire marque quand même ces subdivisions-là. Absolument pas. Avant la colonisation, la Haute-Guinée n'était pas dans le même cercle que la Moyenne-Guinée. Oui, mais ce qui dit important, sauf que les Almamis de Cancan, on n'a plus qu'une minute. Les familles marabouts de Cancan, laissez l'invité conclure, s'il vous plaît. Il y avait des relations, mais il y avait une division. Monsieur Baldé, je vous invite on va le laisser terminer, on n'a plus qu'une minute. Puisque l'arrêté colonial de 1905 avait des difficultés pour la subdivision
subdivision de la Guinée, ils ont fait une subdivision en répartissant la Guinée en 5 cercles en réalité. Et c'est en partant de là qu'ils ont réparti la Guinée. Et cette quadripartition n'a été effective qu'en 1924. Puisque jusqu'en 1922, nous n'avions que 3 régions dites naturelles. Puisque nous avions le Haut-Niger. On ne parlait pas de la Haute-Guinée à cette époque. Qu'est-ce que vous proposez alors, dans par rapport de justement mettre fin à question, justement, dans cet ouvrage, je parle d'un nouveau redécoupage administratif des régions où tous les Guinéens pourront s'y reconnaître et s'y retrouver en réalité. Et par rapport à la question justement du bipartisme ou du tripartisme, je ne suis pas du tout partisan de ce mode d'exclusion. Moi, dans cet ouvrage, justement, je propose le changement du mode de scrutin pour ce qui est des élections proportionnelles, du scrutin proportionnel pour la liste nationale aux législatives, et également pour ce qui est des élections locales. Il faudrait tout simplement changer, d'une part, le mode de scrutin et appliquer plutôt un mode de scrutin majoritaire. Ça permettra d'éliminer naturellement exactement, et de la manière la plus légale possible. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc, grand merci à vous, Mamadou Diandialo. Je rappelle que vous êtes juriste et auteur de livres à résoudre la crise politique en Guinée, la longue marche vers la démocratie. On espère vous retrouver dans d'autres émissions, pourquoi pas, depuis Paris. Grand merci à Kone, à Babila, à Boyi, Yaya Khalil et le grand frère Nou Balde. Merci à la technique Tidjane et Ali. L'émission revient lundi avec le père de la saison Barracuda. Excellente journée à tous.